les personnages, les géants de notre histoire. Et puis, il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait qu'on l'a déplacé d'une semaine. On va l'ajouter à celui d'asseoir qui est le congrès eucharistique. Donc, j'inviterai Bernard Thériault à nous présenter cette première partie qui ne sera pas très longue, peut-être 10-15 minutes avant de passer à la deuxième partie qui est l'histoire du congrès eucharistique. Monsieur Thériault. La première partie avec la lance de Breton, c'est le début de la fin, ça, pour moi. La carrière de conférencier. Bonsoir, et puis merci beaucoup. Encore cette semaine, il y a des gens qui nous ont signalé leur étonnement devant la grande participation à nos rendez-vous d'histoire, tout le milieu patrimoine, c'était la semaine du patrimoine la semaine passée. Aline, qui est un petit peu l'artisane de tout ça, et même sollicité d'aller dans les autres communautés pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait et comment on fait ça. Et ça veut encore ce soir, puis il y a un autre élément qui est important, c'est que ça démocratise un petit peu nos institutions. Vous avez beaucoup de gens qui viennent ici, qui sans ça peut-être ne pourraient pas prendre avantage de notre centre culturel. Et ça, ne serait-ce que pour ça que les citoyens ont la chance de venir sur les bases régulières nous rencontrer ici. Même chose pour le centre uni. Les chiffres, quand on fait des calculs, c'est impressionnant. On a, jusqu'à maintenant, 600 personnes qui visitent ou qui utilisent le centre uni par jour. 600. 200, entre 150 et 250 qui vont faire de la marche, à peu près 150 qui participent à la glace et le patinage, et bien sûr avec le centre, le club plein air, il y en a un autre 150 et 200. Et si on met ça au total, c'est le double de nos attentes, de nos prévisions, c'est 15 000 personnes par mois qui utilisent le bord de Ceci étant dit, on va juste compléter très rapidement. Rappelez-vous, à l'automne dernier, on avait parti 2 initiatives au niveau de la ville de Caraquet. Et une d'entre elles, c'est l'ordre de Caraquet. C'est qu'on va initier dans les prochains mois une structure qui nous permettrait de reconnaître les personnes vivantes, là, pour l'essentiel, qui ont contribué, qui continuent de contribuer d'une façon particulière, et on voudrait les reconnaître un peu comme l'ordre de Nouveau-Brunswick. Mais on a dit on va faire un test pour faire une catégorie posthume, des gens qui, dans nos 2 siècles d'histoire, c'est à peu près ça qu'on a là, comme historique, le 19e et le 20e siècle en particulier. Et Clarence avait préparé cette conférence que vous avez entendue et vous avez voté. Ce sont les résultats qu'on va vous donner ce soir ici. Rappelez-vous, on avait divisé la conférence en 2 thèmes. Un premier thème, c'est les géants de notre histoire nés au 19e siècle, probablement plus actifs à la fin du 19e, début du 20e siècle. On vous avait parlé à ce moment-là de Théotime Blanchard, qui était enseignant, marchand, politicien, nationaliste, essentiellement un député parmi nos premiers députés francophones acadiens. Théotime habitait dans la maison qui est toujours existante en face de l'épicerie Pointe-Rocheuse. C'est le député qui a défendu les intérêts des Acadiens dans la cause de l'émeute de Caraquet et dans la cause de la loi qui interdisait l'enseignement de la religion. Il était marchand. Son père, d'ailleurs, a été le premier représentant des Robins à Caraquet avant lui.
une personne qui a joué un très grand rôle dans la communauté. Le deuxième qu'on vous a exposé, moi je ne dis pas, je voté pour lui, le docteur François-Xavier Comeau, médecin, originaire de la région de Petit-Rocher, s'est installé à Caraquet à la fin du 19e siècle, a pratiqué la médecine ici, avait pour les plus anciens cette magnifique maison qui était située entre l'ancienne Banque nationale et la maison de chez M. et Mme Jean, Bernard Jean, juste en moi, une belle grosse maison avec un magnifique jardin. Lui, bien sûr, médecin, parce que son rôle c'est important, patriotiste. Je pense que c'est pas un bon mot, il va falloir qu'on mette quelqu'un du comité, mais c'est pas grave. Et nationaliste, patriote dans le fait, il y a rien qui est un peu trop bien. Et le docteur Comeau est très proche de nos institutions d'éducation. Il est également préside le congrès acadien de 1905 à Caraquet. Il est de tous les combats des causes nationalistes, etc. Et bien sûr, a laissé sa marque dans la ville jusqu'en 1944. Nazaire Dugas, qu'on connaît plus par son rôle d'architecte, Nazaire, qui est né en 1864, a travaillé à Montréal sous le mentorat d'un architecte du nom de M. Bourgeot, a appris son métier là-bas et bien sûr a construit et des églises, et des presbytères, et des couvents au Québec. Mais nous, on se rappelle qu'il a fait l'extension du collège du couvent, il a fait la deuxième partie du couvent. C'est lui qui a construit le Grand Folie, le Château Albert, beaucoup de maisons dans la ville. On estime qu'il reste, je pense, 18 bâtiments signés Nazaire Dugas, dont la petite école de Pointe-Rocheuse. Et il a donné à Caraquet, et il a bâti des églises, celle de Bertrand de Saint-Simon et celle de Bas-Caraquet, entre autres, en plus des deux églises de bois sur l'île de la Mecque. Mais c'est lui, je pense, qui nous a donné toute cette démarche patrimoniale et le fait qu'on a pu conserver suffisamment de bâtiments à Caraquet pour faire une différence. L'autre, c'est définitivement, je ne sais pas si les résultats du scrutin vont l'expliquer, c'est lui qui a attiré, je pense, le plus d'attention dans la présentation de Clarence, c'est Pépé Moret, Pierre P. Moret, qui est ce politicien, encore là, nationaliste, commerçant, entrepreneur, et né à Bas-Caraquet, il habitait, mon Dieu, presque en face de chez toi, Gaston, hein, Gaston, moi? Un petit peu de biais, là, à peu près là, on sait tous où Gaston habite, mais juste en face. Pierre était marchand, il a géré les usines, la homarderie, et je pense qu'il y avait des usines de poissons à Chipagan. Grand critique des pêches. Il a mené des combats en 1930 devant les comités sénatoriaux. Il a défendu l'importance de la formation en français. Il préconisait une école des pêches à Caraquet qui est venue 25 ans après, mais c'était son idée, etc. C'est un homme, nous dit-on, d'une grande intelligence, c'est un érudit, m'a dit avec une robichaud de porte-mouche, si ma mémoire est bonne, et il y a encore de la famille ici, Pinette, mon Dieu, comment s'appelle notre chère Doris Pinette et sa petite-fille. La mère de Doris Pinette était la fille à Pépé Moret. Il est mort en 1951 et la légende nous dit qu'il se serait enseveli lui-même préparé là, endormi lui-même avant qu'il est mort. Le matin, il s'est levé dans sa chambre
il a mis ses habits, il s'est tout lavé, il a pris son petit chapelet, il s'est installé sur le lit, les deux bras de main, puis ils l'ont trouvé mort pour ça. Il devrait l'avouer. Harry, commerçant, pilier de sa communauté, il amène avec lui toute l'histoire des Reeves qui est intéressante, des Jardiens venus ici, qui deviennent catholiques et qui s'impliquent dans la communauté, des gens de beaucoup d'intelligence, très attachés à la communauté ici. Et on parle bien sûr du Seagull, du magasin Reeves qui était en place là, et qui était poète à César. Maintenant, pour vous donner le gagnant de cette série-là, on vous rappelle, vous avez voté, il y a eu quelques centaines de personnes qu'on a vu ça sur le site, et le géant de notre histoire, qu'on va reconnaître d'une façon spéciale, né au 19e siècle, désigné par le vote populaire, est Pierre P. Morin. Et lui, on va souligner, on trouvera une façon je pense, bien mérité, parce qu'il reflète manifestement un attachement à la communauté francophone, de tous les combats et de toutes les sortes. Et ça, c'est intéressant. On l'a dit, marié à Germaine Robichaud, il sera père de 5 enfants. Ardent, en plus de ça, ça faisait pas de taille. Il est ardent partisan du Parti libéral. Il a enseigné, était enseignant à Maisonnette, à Caraquette, à Petite-Rivière-de-l'Île. Après ça, il fait de la politique, mais au niveau partisan. Il se présente comme candidat pour la circonscription et il subit la défaite en 1911. La dernière fois, je pense que les libéraux n'avaient pas réussi à se faire aider, il a juste choisi la mauvaise élection pour tout le et puis après ça, il est cependant très régulièrement au conseil municipal de Gloucester, le fameux conseil municipal du comté, où il fait des batailles incroyables pour le fait français. Il exige que ces réunions-là aient lieu en français, etc. Il gère, comme j'ai dit, l'usine de chien de mer à Sheboygan. Chien de mer, c'est un poisson, et on en a vu des conséquences une vingtaine d'années passées. C'est des cycles, et à toutes les quelques générations, les chiens de mer apparaissent, détruisent à peu près tout ce qui est dans l'eau. Et pour ce faire, ils avaient ouvert une usine pour en faire des produits, ça n'a pas été un gros succès. Il est marchand de poissons, il est fondateur de la compagnie Beaver, puis il y a un bateau de vapeur qui part, je pense, de Bathurst, qui va nous faire du service jusqu'à Tracadie pendant l'été. Membre de créer l'association des pêcheurs pour organiser les pêcheurs, chef pour la construction d'une école des pêches, et il devient, à la fin de sa vie, représentant de commerce pour des produits pharmaceutiques. Il vend également des produits pour le clergé. Ça, c'est du vin de messe, des soutanes, des vraiment, toute la quincaillerie nécessaire. Beaucoup, mais c'est ça qui nous dit. Pierre Morin, donc, un grand nationaliste, il part des campagnes pour le repatriement des Acadiens. Il est délégué à toutes nos conventions nationales, un engagement communautaire très important en éducation, société d'agriculture, fondateur d'associations des pêcheurs, etc. Venons maintenant plus rapidement la deuxième partie, le bloc du 20e siècle. Et donc ici, on a choisi des gens qui sont plus contemporains de notre époque. Je dirais, tous ces gens-là ont opéré dans notre communauté dans les années 50 et 60. Vous les voyez là, ils sont plus faciles à reconnaître. Bien sûr, Mathilda Blanchard, née en 1920, décédée en 2007, politicien, syndicaliste, socialiste, coiffeuse de métier. Il faudrait qu'on n'ait pas un débat, Louis, sur pourquoi on dit les socialistes. Ça, c'est, elle était pour la société. Après ça,
Martin Légère, que l'on connaît tous également, 1916, c'est tous des gens de la même génération qui, pour la plupart, se sont côtoyés au couvent, père du mouvement coopératif acadien, fondateur de la Fédération des caisses populaires, grand nationaliste, un des dirigeants canadiens de l'ordre de Jacques Cartier, la Patente, personnage, s'il en est un, qui a laissé une marque profonde et profondément caricatoire. Il n'y avait pas plus caricature de tatoué sur le front que pour Martin. Laurent de Moret, 1933 à 2013, lui aussi, homme d'affaires, maire de Caraquette pendant quelques années, politicien, créateur du centre d'achat Place Caraquette, un petit peu l'artisan du parc industriel à qui on a donné son nom il y a quelques années, politicien controversé qui laissait jamais personne indifférent. Il n'y a personne qui était neutre et que tu l'haïssais à mourir ou que tu le vénérais d'une façon incroyable. Je vous dirais ceci, puis ça pourra faire l'objet un jour d'une conférence sur la politique à Caraquette dans les années 60-70. Je dis toujours, il ne faut pas nommer personne. Si vous pensez que c'est rough à Tracadie, si vous n'avez pas connu la politique à Caraquette en 1970 et 1975. Et les plus anciens sites se représentent de ça, probablement. Édouard Robichaud, phénomène intéressant lui aussi, né à Chupagan en 1911, Marie-Gertrude Légère, Gertrude la Frère Légère de Bas-Caraquette. Édouard commence lui aussi comme un jeune, un des 7 ou 8 personnes qui est un des 8 personnes qui a fondé l'ordre de Jacques Cartier au Nouveau-Brunswick, qui est dans la grande région de Caraquette. Il est un des 8 membres. Et ce que les gens connaissent moins de lui, il sera attiré à Fredericton par André Doucet, le ministre de l'Industrie, qui en fait un peu le directeur des pêches. Et c'est à Édouard Robichaud que l'on doit la fondation de la Commission des prêts aux pêcheurs, l'attraction des bateaux ici, des dragueurs, puis des chalutiers, puis la création de toute la série de Gloucester. Et il a créé, avec Léon Chenard, on peut dire, parmi une des premières fois, puis certains diront les seules fois, où il y avait des fonctionnaires de la péninsule acadienne à Fredericton qui ont travaillé pour nous autres avec des projets clairs, nets et précis. Corinne Blanchard, que l'on connaît tous, fondatrice du journal Le Voilier, bénévole émérite, les jeunes de notre génération se souviendront d'elle comme enseignante et enseignante suppléante. Elle était, vous savez, il y avait 2 sortes de suppléantes, on a tous fait ça à l'école, les malines puis les pas malines. Puis elle n'était pas maline. Une gentillesse et d'une douceur elle est très intéressante. Dans ce palmarès-là, pour la 2e série de tout ça, le vote des citoyens revient comme citoyen de cette génération à Martin J. Légère. Et je vous dirais, suivi de très près de Mathilda. Dans les résultats, il y avait une marge, mais elle n'était pas comme ça, mais c'était de toute évidence, ces 2 personnes-là ont joué un rôle particulièrement important. Et Martin, bien sûr, la fondation de la Fédération des caisses, qui demeure encore notre principal employeur, et son engagement, lui aussi, à Caraquette. C'est une autre affaire. Qui ne pouvait pas y enlever Caraquette tatoué ou wherever, lui, là. Je l'ai vu, moi, comme président de la commission de la Chambre de commerce ou sous-secrétaire, venir me voir à mon bureau quand j'étais député pour dire qu'il y avait 7 sortes de vins de plus à la commission à Tracadie qu'il n'avait à Caraquette. Ça peut être bien
un exemple de leur attachement. Mais on peut rire de ça, mais s'ils n'avaient pas comme ça n'avait pas de bon sens. Je vais penser à la plainte la plus sérieuse que j'ai eue à propos du Centre-Uni jusqu'à maintenant, qui est allé à grosse erreur au Centre-Uni. Ils vendent des patates frites ondulées. Ça se fait pas l'un dans l'autre. Sur ce, ça complète un petit peu nos palmarès. On vous remercie d'avoir pris part à l'exercice. D'avoir pris part à l'exercice et à toutes ces démarches-là. Et ces personnes-là seront reconnues là, dans notre volonté de se souvenir non seulement qui l'on est, mais d'où l'on vient, et ceux qui ont collaboré à toute notre organisation. Puis, petit commercial, ne manqueront pas le prochain rendez-vous où Yvon Cormier nous prépare. Là, ça aurait pu aller à soir, mais pour des raisons de délai là, dans l'impression. Yvon va nous présenter un livre sur l'histoire du hockey dans la péninsule acadienne et dans la région de Caraquet. Si vous avez joué au hockey, quand même, c'est rien qu'une fois. Votre photo est dans les a toutes trouvées. Avec vos noms et vos numéros de chandail. Merci beaucoup. Merci Bernard. Alors, ce soir, le sujet est un peu différent des autres. Il s'agit du congrès eucharistique qui a eu lieu en 1950 à Caraquet. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va? On ne sait jamais, hein? Alors, avant de procéder, si vous voulez, à la présentation, j'aimerais aussi vous remercier pour être si assidus à ces rencontres. Ils sont des exercices de mémoire qui sont, je pense, très importants pour une communauté. J'aimerais également, parce que c'est un sujet religieux, c'est pas un sujet peut-être olé dans les temps qui courent, mais ça fait partie de notre culture, qu'on le veuille ou non. Alors, j'aimerais souligner la présence du Père Serge Comeau, qui est ici, la présence de notre curé, le Père Jean-Pierre, et ainsi que la présence de notre ancien curé, le Père Landry. Alors, messieurs, vous serez peut-être questionnés à la fin de cette présentation, surtout lorsqu'on va parler des indulgences. Ceci étant dit, Caraquet a connu le grand ralliement. Lorsque j'ai dit, par exemple, le plus grand ralliement qu'avait connu Caraquet, il y a eu des grands ralliements à Caraquet. Le premier ralliement a été lorsqu'on a consacré l'église de Caraquet en 1864, où 3000 personnes s'étaient rendues à l'église de Caraquet pour la consécration de l'église, n'est-ce pas? La consécration de l'Église par l'évêque Monseigneur Rogers, à l'époque. Et on avait invité Alexis Mailloux, vous savez, qui était le plus grand prédicateur du Québec, qui était le vicaire général du Québec et curé de Bonaventure. La deuxième grande manifestation que nous avons eue à Caraquet a été la visite du gouverneur général du Canada en 1901, Lord Minto, avec Lady Minto. Et dans les journaux de l'époque, il est accueilli au quai parce qu'il est arrivé en bateau, sur un bateau qui portait son nom d'ailleurs, le HMS Minto, qui était un brise-glace de 250 pieds. Et du quai, tous les dignitaires sont sur le quai, ils les accueillent, et une procession, si vous voulez, ou une parade de près de 300 voitures, c'est-à-dire des buggy et des chevaux, en 1901, qui se rendent au collège pour une réception au collège de Caraquet pour, évidemment, cette visite vice-royale. Et la Lady Minto dit, après cette visite-là, je vais aller au couvent. Et les sœurs avaient préparé un petit lunch, là. Et Lady Minto prend la parole et elle dit un discours dans un français impeccable. Tout le monde a été...
Et là, vous avez un troisième ralliement. On a eu beaucoup, mais la Convention nationale de 1905, OK, qui a eu lieu à Caraquette, au collège, qui avait attiré évidemment énormément de gens, où Pascal Poirier avait fait un discours tout à fait choc, hein, parce qu'on voulait avoir un évêque acadien, et on n'avait pas réussi. Alors, il avait fait un discours où il avait dit, entre autres, « L'anarchie règne dans l'Église catholique des Maritimes, et c'est un anarchiste qui est à sa tête. » Alors, c'était évidemment terrible. Comme vous le savez, le père Pascal Poirier était sénateur. Il va, par après, se rendre au presbytère de Chiliac, puis là, la chicane va lever que le représentant du pape, en tout cas, toute une histoire. Prochaine diapo. Les congrès eucharistiques. Nous devons une femme du nom d'Émilie Tessier, okay? Tamisier, excuse-moi, dont son vrai nom était Marie-Marthe Baptistine Tamisier. Hein? Baptistine, c'est un nom assez commun. Hein? Si vous avez vu le film de Jean Valjean, hein? La servante de l'évêque de Digne, ou Jean Valjean s'y rend, s'appelle Madame Malgloire, et sa sœur s'appelle Baptistine. Okay? Alors, c'est elle qui va, si vous voulez, à partir de 1874, elle est née à Tours en 1834, décède dans les années 1926-27, mais c'est elle qui, en 1874, lance l'idée d'avoir des congrès eucharistiques afin de mousser, okay, cette habitude qu'on avait eue au Moyen-Âge des pèlerinages. Alors, les premiers congrès eucharistiques, c'est surtout dans un esprit de faire revivre des grands pèlerinages qu'on avait connus durant le Moyen-Âge. Alors, le premier a eu lieu à Lille, okay, dans le nord de la France. Il était cellulaire à Liège, en Belgique. Problème politique, on va le transférer. Alors là, vous avez une photo, okay, de Liège, parce que dans tous les congrès, on fait beaucoup de décorations. Okay? Il existe d'ailleurs un livre, et j'ai jamais pu trouver une photo de cette dame, mais il y a un livre du père Jeune, okay, les pères du Saint-Sacrement, qui paraît en 1927, Émilie Tessier et l'idée mère des congrès eucharistiques. Alors, il y a 3 types de congrès eucharistiques. Vous avez des congrès internationaux, des congrès nationaux et des congrès régionaux ou dits diocésains. Ici, on a eu un congrès diocésain. Évidemment, c'est plus petit, mais pour Caraquette, c'était très gros. Congrès diocésain dont la responsabilité dépend des vicariats de Caraquette et de Chipagan. Il est important de noter que les congrès internationaux et nationaux publient leurs actes et délibérations. Les Anglais appellent ça proceedings, OK? À titre d'exemple, celui de Québec en 1938, qui était un congrès, national, OK? La publication, c'est un livre de 800 pages. Parce que nous avons, à l'intérieur des congrès, nous avons des ateliers, OK? Et souvent, dans des congrès nationaux, nous avons des questionnaires pré-congrès. À l'exemple, on va passer des questionnaires dans les paroisses. Qu'est-ce que le pourcentage de gens qui font leur Pâques? Comment le monde va à la messe à tous les dimanches? Bref, et à partir de ces résultats de questionnaires-là, nous avons des sessions où on jase de ça. Alors ici, vous avez une photo de peut-être le plus grand congrès international, national, celui-là. C'est le congrès de Dublin en 1932, OK? Cette grande Irlande catholique où il y a 1 million de personnes. Je dis bien 1 million de personnes. Le premier congrès au Canada, OK, c'est un congrès international en 1910 à Montréal. Le congrès eucharistique est beaucoup plus qu'une grandiose manifestation religieuse dont l'éclat serait tout extérieur. Il comporte également une profonde signification spirituelle. Bref, hein, c'est l'Eucharistie, c'est la messe.
Hein? C'est l'Eucharistie, le sacrement, mais c'est aussi l'Eucharistie, le miracle. Il s'agit de célébrer l'Eucharistie dans toute sa mysticité. Certains diront, et je pense que c'est vrai, hein, c'est aussi un peu le côté spectacle de la religion catholique. Alors, ici, vous avez, retourne s'il vous plaît à la slide. Oui. Ça, c'est Montréal. Je veux juste vous lire ce que ça représente pour un congrès international. Ça, c'est dans la revue d'Histoire catholique, là. Il y a toujours une procession. Un congrès eucharistique commence toujours par une procession. À Montréal, en 1910, la procession a duré 7 heures. Il y a 400 000 personnes. OK? Ce sont les hommes seulement qui marchent dans les rues. Plusieurs chœurs de dames et de demoiselles ont pris place sur les estrades. Et il y a 1200 enfants de chœur. OK? En soutane rouge. Les séminaristes en surplis. 2000 prêtres, dont 1000 en habits sacerdotaux. L'ostensoir a été offerte par les dames catholiques de la langue anglaise, à l'initiative de la maire de Montréal, la mairesse de Montréal, Madame Guérin. Et écoutez ceci. L'ostensoir, parce que c'est l'Eucharistie, là, hein. L'ostensoir a coûté 1200 $. C'est de l'argent à l'époque. Et il a été exposé pendant 3 jours avant le congrès dans la vitrine du magasin Ogilvy à Montréal. Alors, on continue. Le Congrès mondial de Montréal et le faux pas de Monseigneur Francis Bourne. C'est tout un type, cela. En 1908, le Congrès international, parce qu'il y en a toujours, hein, l'an prochain, c'est à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en Australie, et Séoul par après. Le dernier a eu lieu l'an passé à Quito, okay, en Amérique du Sud. Alors, Monseigneur Bourne avait été le président du Congrès eucharistique de Londres de 1908. Donc, les premiers congrès en terre protestante. Puis, ils avaient eu un peu de problème parce que les protestants de l'Irlande du Nord avaient fait tout un bruit parce que l'Angleterre acceptait un congrès catholique. Alors, Monseigneur Bourne est invité parce que c'est la tradition, hein. Lorsqu'on a un congrès dans un endroit, le suivant, si c'est un diocésain, mais ça va être, évidemment, le congrès diocésain régional qui a précédé. Comme ici, c'était le congrès qui a précédé Caraquet, était à Grande-Rivière, en Gaspésie, et l'évêque de Grande-Rivière, qui en était le président, était invité. On verra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que les 2 congrès de Québec et de Montréal, OK, il dit ceci. Parce que la première soirée, c'est plus ou moins politico-religieux, c'est des discours d'ouverture, etc., etc. Or, lui, avant de se rendre à Montréal, il avait fait une tournée de l'Ouest canadien. Et dans son discours d'ouverture, il dit ceci. « Dieu a permis que la langue anglaise se répandît dans le monde civilisé. Sans la langue anglaise appelée à servir l'Église catholique, l'œuvre rédemptrice de l'Église sera empêchée et retardée. » Et à Montréal, c'est un commentaire tout à fait épouvantable. Ce malheureux commentaire du prélat suscite de vives réactions. Alors, suivante. La réponse du discours de Monseigneur Bourne ne tarde pas. Dès le lendemain, Henri Bourassa, qui a quelques mois auparavant a fondé le journal Le Devoir, parce qu'il est en chicane avec Laurier, il dit ceci, entre autres. « Dans cette petite province de Québec,
de cette minuscule colonie française dont la langue, dit-on, est appelée à disparaître, sont sortis les 3/4 du clergé de l'Amérique du Nord. Okay? Et ça, c'est vrai. En 1910, le clergé québécois, la province est très catholique, le clergé acadien, le clergé de la Nouvelle-Angleterre, en 1910, il y a 70 paroisses francophones en Nouvelle-Angleterre. J'ai bien dit 70. Il en reste une. Alors, tous ces prêtres, le 3/4 de ces prêtres-là, ont été formés au Québec. Hein, ce discours fut d'actualité pendant de nombreuses années. Et, en 1918, cette brochure publiée en 1918 est la somme de la réflexion d'Henri Bourassa sur le rôle de la langue et de la religion catholique. Hein? La langue, OK, gardienne de la foi. Sa langue, si la langue est gardienne de la foi dans l'esprit de Bourassa, lors des troubles scolaires au Nouveau-Brunswick, on peut dire que c'était la foi gardienne de la langue. Hein? Parce qu'on se battait pour nos écoles. La première fois qu'on a, si vous voulez, des références d'un congrès eucharistique où le clergé acadien y est présent, c'est le Congrès international de Chicago de 1927. Ça, c'est le Soldier Field, le champ de football qu'on joue toujours dedans aujourd'hui, les Bears de Chicago. 100 000 personnes lors de la messe finale. Et vous avez ici le père Joseph Tudel et le père Théophile Haché. Théophile Haché, comme vous le savez, qui était curé de Caraquet, mais qui a été remplacé un mois avant le congrès. Pour question de maladie, vous savez, Théophile Haché était l'oncle de Louis Haché, qu'on a bien connu, qui avait des grues là, au portage. Premier congrès national à Québec. Après ça, on en arrive chez nous, là. Le premier congrès national à Québec, OK, la politique prend toute une allure dans ce congrès-là. Dans les années subséquentes, nous verrons les grandes alliances entre les cardinaux Monseigneur Villeneuve et Monseigneur Léger et le premier ministre Duplessis. Okay. Duplessis. Prochaine. Allez. Ah. L'enfer est rouge, le ciel est bleu. Hein? Lorsque Duplessis prend la parole à l'ouverture, il dit ceci: « Au nom du gouvernement et du peuple de la province de Québec, je proclame notre croyance et je fais avec tout mon cœur, toute mon âme que je crois. Je crois en Dieu et en la religion catholique. » Il poursuit en disant qu'il y a une union entre l'autorité religieuse et civile. Puis cette union-là, bien évidemment, elle a été très respectée jusqu'à sa mort, hein, lorsqu'on disait dans l'eau de certaines chaires, des fois, hein, qu'il fallait voter d'union nationale, que le ciel était bleu puis l'enfer était rouge. Et le deal, c'était pas compliqué. C'est que, hein, en ayant, si vous voulez, cette union Église-État, ben l'État avait confié à l'Église les collèges, les hôpitaux et évidemment les orphelinats, j'en passe. Alors vous voyez, revenez, vous voyez Duplessis et Monseigneur Villeneuve qui offrent la communion. Caraquet. Et ça, c'est intéressant ici parce que il faut comprendre. C'est en octobre que Monseigneur l'évêque Bathurst annonce qu'un congrès eucharistique aura lieu à Caraquet. On sait depuis le mois de janvier 49 qu'on va avoir un congrès, c'est surtout les dates, évidemment, du 29 au 2 juillet. L'endroit choisi est la butte du Calvaire. Okay? La butte du Calvaire, c'est, aujourd'hui, juste à côté du centre unique, qui était le cimetière des Unisses. Parce que les Unisses, c'est une communauté régulière, c'est-à-dire qu'ils ont la règle, mais c'est pas comme les autres. Okay? Ils ont leur propre cimetière.
Et c'est pour ça qu'on a appelé ça la baie du Calvaire. Et vous voyez, il y a déjà eu un enterrement, il y a 3 judaïs qui sont enterrés là. Et on avait fait, si vous voulez, ça a été bâti par les hommes, cette espèce de terre à cheval-là. Et en 1909, on va y diriger une croix. Lorsque le collège brûle, l'avant-veille du jour de l'an 1915, hein, et que les judaïs déménagent à Bathurst, l'été d'après, on va exhumer les corps et on va les amener à Bathurst. OK? Alors, c'est une photo assez intéressante. Vous voyez une première funéraille, si vous voulez, et vous avez l'érection de la croix. L'état des lieux. Alors, c'est quoi l'état des lieux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est au niveau du personnel religieux? Dans le diocèse, on a 106 prêtres. 32 prêtres du clergé régulier, c'est-à-dire la règle, tandis que les séculiers, c'est le siècle. On a les capucins, les salésiens de Jean Bosco, les missionnaires de la Salette, les pères unistes, hein, c'est différent, ils sont 22, surtout à Bathurst. 5 communautés de frères, les frères du Sacré-Cœur, les frères de l'Institut chrétien, les capucins, les salésiens et les frères missionnaires de la Salette. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a à peu près 10 prêtres. Comme dirait Exis Genet, ça a pris une drop. Nous avons, par ailleurs, des communautés religieuses féminines. Congrégation Notre-Dame, qu'on avait à Caraquet, les filles de Jésus, les filles de Marie d'Assomption, les hospitalières qui étaient surtout à Tracadie et Bathurst, les religieux Jésus-Marie, les religieux Notre-Dame du Sacré-Cœur, les servantes de Notre-Dame, les sœurs de la Charité de Halifax. Vous savez, les sœurs de la Charité, c'est Sisters of Charity. C'est une congrégation anglophone américaine, et qui était aussi ici. Les sœurs du Saint-Cœur de Jésus-Marie et les Ursulines. Et les Ursulines, je ne savais pas qu'ils venaient ici, mais avec le père Comeau m'a dit qu'ils étaient dans la région de Charlot. Alors, avant de parler du congrès, c'est bien beau la butte du Calvaire, mais il y a toutes les ruines du collège qui sont là. Hein, qui a brûlé en 1915. Depuis 1920, on se sert. Hein, vous avez beaucoup de fondations à Caraquet, de maisons, de cheminées qui ont été faites. Mais c'était un énorme bâtiment, il fallait détruire ça. Alors, dès le printemps de 1949, on s'affaire à tout nettoyer ça, ok? Qui n'était pas une petite œuvre. Et là, suivant, le père Godard. Le père Godard, c'est des prêtres de la congrégation du Saint-Sacrement. Vous voyez ici le soir sur sa soutane. Le père Godard avait été responsable d'organiser le congrès de Grande-Rivière de l'année précédente. Le père Godard, qui avait organisé l'année précédente le congrès régional de Grande-Rivière d'Esthésie, se voit confier celui de Caraquet. Assisté des pères Godette, Audet et Boismenu. Dès octobre 1949, le père Godard se rend à Caraquet et organise les différents comités pour la tenue du congrès. Suivant. Ça a pris 1 an à organiser. C'était pas une petite affaire. Le président du congrès vivait chez Asson. C'était le vice-président, l'abbé curé Albert, mais qui arrivait à Caraquet. Curé de Caraquet. Secrétaire archiviste, c'est Georges Bonnet. L'animateur, l'abbé Gérard Gautreau. Le promoteur, Robert Godard, c'était lui, tu sais. L'abbé Trudet, premier conseiller. Deuxième conseiller, le docteur Paulin. Pourquoi? On va avoir du monde. Ça prend un docteur et une petite équipe, là. C'est un territoire évalué ou quoi que ce soit. Okay? Troisième conseiller, l'abbé Abel Laviolette.
Le directeur des études, Armand Martin Landry, prédicateur. Propagande, Martin Légère. Faites-vous-en pas. On va en parler tout à l'heure. Les assistants, OK, directeur de la croisade spirituelle, le directeur des finances, Arthur Gagnon. Ça a coûté de l'argent, ça. Il n'y a rien. J'ai parlé au père et Jean, allez vêcher, il n'y a rien. Donc, s'il y a de quoi, il m'a compté des menteries. Il vient de perdre 200 indulgences. OK. Après ça, vous avez évidemment, directeur du reposant, l'abbé Éloi Martin de Saint-Simon, Omer Commier, directeur de la liturgie, l'abbé Donat Robichaud, le père Donat de Chicago, mais qui était vicaire de Caraquette à l'époque. OK. Les directeurs des décorations, Gilles Blanchard et Léo Foulaine, hein, le Colisée Léopold Foulaine. Directeur d'accueil, le premier maire de Caraquette, qui est Alban Blanchard. Directeur de l'électricité. On va en parler de ça. C'est Charles Leroy de Saint-Paul-du-Bocal. Le directeur du Bonheur, c'était la sécurité. C'est Séraphin Commier et l'ACJC. Et les promoteurs et prédicateurs du congrès, les révérends pères du Saint-Sacrement. Alors, on a, si vous voulez, les comités. La salle paroissiale. La salle paroissiale, à partir du mois de mars, le père Godard est à Caraquette, et c'est dans cette salle qu'il pratique. Okay? Qui pratique, parce que durant le congrès, on a ce qu'on appelle des jeux scéniques. C'est un peu comme des pièces de théâtre. Okay? C'est à grand déploiement. Et c'est dans cette salle paroissiale-là, entre autres, que durant le printemps, le père Godard va, évidemment, entretenir ou faire des pratiques avec les jeunes. Donat Lacroix, qui est ici présent, me dit, entre autres, il a dit dans cette salle-là pratiquer, et la scène est la suivante. Vous avez je ne sais pas combien de jeunes garçons à l'époque qui portent des raisins. Et un grand nombre de jeunes filles équivalents de l'autre côté de l'estrade qui portent des gerbes de blé pour la bénédiction des raisins et du blé, hein, pour le pain et le vin. C'est toujours par rapport à l'Eucharistie, vous comprenez. Alors, et précédent cet événement grandiose, nous avons des filiaux paroissiaux en marge du congé eucharistique. Hein? Ça commence au mois de mai, puis ça finit évidemment quelques jours avant à Rivière-du-Portage. C'est 3 jours de prière. 3 jours de prière précédant un événement d'importance. Alors, il est important cet événement ici. Okay? Et ce sont les pères du Saint-Sacrement qui vont dans les paroisses et qui prêchent, évidemment, et qui vont faire ça. La préparation du congrès eucharistique battait son plein. Ça, c'est le père, le nouveau curé. Il arrive ici le 11 mai. OK? Tous les comités étaient déjà formés et s'acquittaient de leurs tâches respectives. Je me contentais de briser quelques comités sans y jouer un rôle actif. Et là, c'est... Martin Légère, il faut comprendre que c'est pas un petit gars, là. Il mène. René, c'est pas un Acadien. René, c'est pas français. Mais il est le grand patron de toutes les caisses populaires et de tous les coopératives. Alors, vous savez que, à l'époque de la patente, à l'époque de ce grand mouvement nationaliste, un peu secret se fait à partir des chaires d'église et des caisses et des coopératives. Si tu passes un message aux caisses, c'est tous les caisses et les sages. Alors, vous avez, dans l'Évangile à partir du mois d'avril,
le coin. Ça s'appelle le coin du Congrès, où Martin Légère s'assure, OK, que l'intérêt est toujours maintenu, et en publiant des articles qui sont très importants pour la tenue du Congrès. Juste pour vous donner une idée, à la veille du Congrès, l'Évangéline publie un cahier de 62 pages, OK, sur qu'est-ce que va être le Congrès, et les caisses populaires et les coopératives, toute la gang, j'en ai juste nommé une couple, là, hein, Pointe Verte, Lagacéville, Calaquet, Chipagan, Paquetteville, ils sont tous mis à contribution. La journée des enfants. Le congrès commence le jeudi soir, finit le dimanche, mais le samedi est consacré à la journée des enfants. Et le congrès du samedi, si vous voulez, ou cette journée du samedi, s'intitule le congrès des vocations. Parce que là, évidemment, hein, c'est une question de recrutement. Et la journée des enfants, le 25 degrés d'Évangéline dans le coin du congrès, on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants. Entre autres, que tous les enfants doivent se rendre avant 9h30. OK? Ils n'ont qu'à arriver ici à 4h du matin dans les boîtes de troc. Savez-vous comment c'est la nuit d'enfants? 13 000. 13 000 enfants. Et un des règlements, c'est que les filles devaient porter un béret blanc et les garçons un béret bleu marin. Alors, évidemment, chez les filles, ça a beaucoup mieux marché que les garçons. On continue. Et là, c'est la construction du reposoir. Une structure immense. Je ne sais pas si vous avez vu, vous en souvenez tout à l'heure du reposoir à Montréal, le reposoir à Dublin. C'était bien, mais c'était pas ça. Je sais que c'est sérieux. La tour, lorsqu'elle va être complétée, a 50 pieds d'eau. 50 pieds d'eau. Et au-dessus de la tour, il y a l'hostie qui a 7 pieds de diamètre. Et dans le milieu, ici, il va y avoir un trou où une personne incarne Jésus-Christ. Le vin et le pain se fait cher. Parce que c'est un sacrement, mais c'est aussi parfois un temps. Et c'est Luc Poirier qui reçoit, si vous voulez, le contrat, parce que c'était un petit contracteur de boutillier, qui fait ce travail-là. Ça a pris 6 semaines de monde. Ils ont vraiment travaillé fort. Okay? Et c'est l'hiver cormier du Saint-Denis-Bocage qui a eu le contrat pour peinturer la patente. OK? On continue. Et là, dans une brochure, je vais juin. Au début juin, paraît une brochure, Notre-Dame de l'Assomption, où nous allons publier le programme. En 7h30, défilé marial, départ de Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Jean-de-Bocage en auto, cortège des pétanques chez Benoît Rioux. Or, voici comment ça marche. Les gens à pied vont partir de, vous savez ce qu'est la IBC Pointe-Rocheuse, partent de là et marchent au reposoir. Suivi des autos qui ont parti de Saint-Anne-du-Bocage. Okay? Et là, vous avez réception de temps, réponse d'archevêque, les discours de circonstance. Et vous avez l'exposition officielle du très sacrement permanente jusqu'au dimanche soir à l'église. Le vendredi, là, c'est vraiment en évident. OK?
messe communion au reposoir, messe pontificale, Monseigneur Roméo Gagnon, les visites de l'exposition. Ça, c'est très intéressant. Parce que durant l'hiver 1950, à partir du mois de janvier, toutes les écoles du diocèse sont mises à contribution. C'est-à-dire qu'on demande aux enseignants que les enfants préparent collage, dessin, photos, bref, toutes sortes de petits ensembles, et les plus belles pièces seront amenées à Caraquet dans la salle paroissiale pour une exposition. Et les autres resteront dans leur paroisse. Okay? Nous avons évidemment les séances d'études sacerdotales, cérémonie de bénédiction des malades, serment et heure de dialoguer, veillée d'âme et messe de minuit. Le vendredi soir. On continue. Le samedi, journée des enfants. Okay? Défilé des enfants de l'église au reposoir, etc., etc. Vous avez le jeu civique tel que le jeudi soir. Quelques minutes après, le jeu forum pour les dames et les demoiselles. Okay? Forum pour le personnel enseignant. Heure sainte prêchée par ceux de la langue anglaise. Parce qu'on a des Irlandais catholiques. De Portmouche et d'ailleurs. Sermon officiel, les jeunes dialogués, veillée de prière. Et à minuit, une autre messe. Mais les enfants, à 4 heures, n'étaient pas. Le dimanche, c'est la dernière journée de prière au Christ le roi de l'année sainte. Messe et communion dans les paroisses. Au reposoir, messe pontificale, et c'est là, qu'on a 30 000 personnes peut-être, on a une grande photo, vous verrez, une demi-heure d'adoration, et à 8 heures, et les témoins de l'époque vont vous dire que ça a été le plus beau spectacle de tout le congrès, c'est cette procession de bateaux qui a parti du quai des Laudiers à Bois-Caraquet jusqu'à Caraquet. Ça devait c'était phénoménal. Voilà. Le programme est sorti, on est prêt. Tout a été pensé. Vous avez ici le cantique officiel du congrès. OK? Vous avez la prière officielle du congrès. Et ça, c'est tout publié sur des petits cartons, n'est-ce pas, qu'on vous donne. La seule chose qu'on ne vous donne pas, c'est ça ici. Ça, c'est 25. Puis c'est pas mort, il y en a partout. Non. Tout à l'heure, il y a une femme de Bois-Caraquet qui m'appelle. Elle dit, Clarence, tu donnes-tu pas une conférence? Elle dit, j'ai quoi ce qu'on avait sur le chapeau? Je descends là, j'ai dit, peut-être c'est d'autres choses, mais c'est ça. Alors, on continue. Et là, mes chers amis, on va tendre dans du gros stock. Les indulgences des congrès eucharistiques. Congrès eucharistiques internationaux, nationaux, régionaux et diocésains. Dans les lieux où, pour le temps des congrès, indulgence plénière. Indulgence plénière pour les fidèles qui prennent part à des grandes manifestations. Et là, vous avez les indulgences partielles de 15 ans, les indulgences de 5 ans, les indulgences de 11 jours. Bref, non, c'est pas à propos, bref. Je dirais confusion. Parce que j'en ai parlé à quelques prêtres du diocèse. Ils sont un peu frileux là-dessus. C'est pas tout à fait. Mais, une chose est certaine, les indulgences ont été un peu responsables, n'est-ce pas, de la réforme. Lorsque Luther va quitter, si vous voulez, l'Église qu'on connaît, pour fonder évidemment un autre courant religieux, qui est le protestantisme, parce que ils ont vendu les indulgences, on finançait la construction d'églises et de cathédrales. Bref, c'était un peu, comment dire, tu as des indulgences pour, on dit dans certains cas, pour diminuer le temps au purgatoire. Le purgatoire,
Théologiquement parlant, on ne sait pas trop. Pas ça plaire. Aujourd'hui, je vous dirais, c'est comme des air miles. Des air miles. OK? Ça prend une éternité pour ramasser un peu. Et quand tu arrives à échanger ça, c'est d'autres trop. Excusez-moi, mais c'est ça que c'est. Évidemment, on continue. Là, évidemment, vous avez, là, les derniers jours avant le congrès, c'est vraiment, c'est l'engouement, partout. Les arches. Donc, à la tête, on avait bâti 16 arches sur les une. On décore les maisons. Hein? Et vous avez ici, ce soir, là, ça, c'est la maison du Dr. Savoie, avant le Dr. Savoie. Le Dr. Savoie arrive ici dans les années 1852, 53, et il va bâtir la loge pour son bureau. Ça, c'est la maison 4 ou 7 à l'époque. Mais, tu sais, il y a tout ça. Et là, vous avez, hein, suivant, vous avez le congrès eucharistique de Caraquet. Seigneur, fait que nous vous aimons. Bref, tout la patente, et encore une fois, hein, c'est l'Eucharistie qui est, si vous voulez, à l'honneur. Et ça, c'est intéressant. Prochain. Les éminents membres du comité d'honneur. Hein, le premier au gagnant à l'évêque d'Edmundston, Monseigneur Camille André Leblanc, qui était notre évêque, l'évêque de Baptiste. Monseigneur Norbert Robichaud, l'archevêque de Moncton, qui est le troisième. Hein? Qu'est-ce que ça arrive? OK. Vous allez mourir. Appelez-moi demain, non? OK. On est rendu à demain. OK. Monseigneur Albini Leblanc, OK, qui était l'évêque de Gaspé, mais c'était lui qui était le président lors du précédent congrès à Grande-Rivière. Monseigneur Patrice Gray, qui était l'évêque de Saint-Jean, et Monseigneur Hubert, qui était le président du congrès de Chine. Alors ça, c'était évidemment les patrons. Depuis 2009, j'ai recueilli des témoignages. Des témoignages de gens comme nous. C'est un témoignage d'une femme de la Mecque qui dit ceci. J'avais 9 ans, c'était la première fois que je sortais de l'île. On était dans la boîte d'un troc. Alors, ça ici, c'est ça. Vous voyez, tout le monde est endimanché. Et remarquez les toiles. Les toiles, là, puis là. Si oui, tu as la toile par-dessus la table. Vous savez, un jour, j'arrive à la messe, je pense que le père et les gens dans le temps. Il faisait frais. Tu sais, un dimanche matin, tu ne devais pas te lever. Mais j'ai dit, père et gens, il faut avoir la foi pour venir te voir un matin. Mais c'était un peu ça, là. Comme tu crois, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas faire. Alors, et là, l'ouverture. L'ouverture, c'est 8 personnes. Hein? Écoutez, on sait 4 jours, il y a 8000 personnes. En plus de ça, le temps est très maussade. Et regardez-vous ça. OK? Et vous voyez, là, en haut, le tour avec la personne qu'on peut voir. Ça, c'est là, donc, le Jésus-Christ est représenté. Le vendredi soir, messe de minuit. On est des gens, quand ils ont vu ça pour la première fois, on dit quoi ce qui se passe ici? Non, c'est extraordinaire. On parle d'une structure incroyable, éclairée. On est en 1975, on ne peut pas encore éclairer le chambord avec la maquette. On est en 1950. Okay. Photo de Normand Genet. Les enfants. Quand c'est des enfants, encore une fois, tout bien mis dans une boîte de troc, puis on s'en vient. Okay? Et la prochaine photo, la journée des enfants.
C'est pas fini, là. La photo a été faite autour de 8 heures le matin, puis ça rentre toujours. Il y en avait 13 000. C'est quelque chose. Ici, vous avez les confessionnaux. Alors, si tu viens au congrès, tu te confesses et tu vas à la messe, c'est 300 000 €. Non, mais c'est dans le programme. Ici, les lanternes, Bruno me dit que c'est là qu'ils vendaient des souvenirs. C'est une histoire ici. Okay? Vous voyez la salle paroissiale là. Ça, c'est la journée des enfants. Pendant l'hiver, comme je vous le disais, il y avait eu, toutes les écoles étaient mises à contribution. Et lors de la journée de l'ouverture de l'exposition, 1000 personnes attendaient pour rentrer à l'exposition dans la salle paroissiale. Et voici qu'est-ce que ça donnait. OK, suivant. Alors, c'était ça. Et ça, ceci n'est pas à Caraquet, c'est celle qui était à Chipagnon, je pense. Parce que ceux qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas apporté, on ne pouvait pas tout apporter ça, on les laissait là en exposition. Alors, c'est ça. Ça, c'est quelque chose. Le congrès contient aussi des jeux scéniques qui à fort déploiement. Et là, vous savez, les petits gars, là, qui verraient, là, la journée des enfants, hein? Okay? Là, vous avez les anges. C'est une photo exceptionnelle, hein, où on voit, évidemment, cette grande procession-là. Et celle-ci, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Là, ça fait deux. Je ne sais pas si il représente la déportation des Acadiens ou quoi que ce soit, mais il y a cette photo-là qui était dans les photos du Congrès. Ça fait partie d'un jeu scénique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais lui, c'est là. Il a besoin d'indulgence. Et là, prochaine. Ici, la madame qui est là, elle est ici ce soir. C'est Berthe Morin. Elle est là, madame Morin est donc là. Elle avait 19 ans. OK? C'était une jolie fille, comme ma mère disait, elle avait arrêté le trafic. Mais c'est. Imaginez-vous, là, tous ces costumes qu'il fallait faire, etc., etc. Les petits garçons à l'arrière, c'est toujours lors de la journée des enfants. Okay? C'était vraiment une organisation mémorable. Et parmi les figurants, il y a le pape. Et le pape, et là, on ne s'entend pas. Moi, ma vie, c'était Léon Sarceneau qui travaillait pour la banque. Marcella Dugas me dit que c'était Léonce Leblanc qui travaillait pour l'ONF. Bref, une chose est certaine, il ressemble à Pie XII. Okay? Je pense qu'ils il incarne le pape dans un jeu civique, comme vous voyez là. Et il a la physionomie du pape de l'époque. C'est ça qui est aussi très intéressant. Prochaine. Alors ça, c'est le défilé marin, mais c'est pris, ça c'est sur un bateau, qui est un chalutier à l'époque, un des premiers chalutiers d'ailleurs. Et là, vous avez, ça ici, c'est à la côte des Robins. Vous voyez l'île à l'arrière, un peu. Ça, c'est la côte des Robins. Le monde était évidemment sur les plages un peu partout. Ça doit être que c'était extraordinaire. Et Martin Légère, dans ses mémoires, je le répète, la plupart des mémoires, quand on lit des mémoires, c'est exagéré. Hein. Le gars ou la femme qui écrit ses mémoires, on ne va pas dire j'étais pas bon. Hein. Mais les mémoires de Martin Légère sont d'une sincérité
c'est peut-être les plus mauvais mois en Acadie, je vous le dis. Si vous ne l'avez pas lu, lisez ça, c'est bon. Bon, il parle évidemment du Congrès parce qu'il était chef au gouvernement, il dit ceci. L'un des plus beaux spectacles du Congrès fut la procession des bateaux. Partout au cours de la soirée du thé de Bois-Caractère, des centaines de bateaux, tous illuminés et décorés, se rendaient autour de Caractère, tous organisaient une procession à pied au centre de la musique pour se rendre au reposoir. Prochaine, voilà. Moi, écoutez, je n'embarque pas dans combien de monde qu'il y a, mais il y avait du monde. Okay? Et vous voyez les confessionnaux un peu partout, là. Et puis, à la prochaine, on verra, mais il y a au-delà de 20 000 personnes. Alors, si tu prends, je ne sais pas moi, si tu prends le tête à mort, et qui fait ça, là, dans la rue, c'est vraiment les pleins. Alors, il y a beaucoup de monde. Et là, vous avez évidemment les jeux de bourgeois. Prochaine, s'il vous plaît. J'attire votre attention sur, évidemment, les haut-parleurs. Il y en a. Et pour les plus vieux, vous vous en souvenez de ces haut-parleurs-là. On mettait ça sur les chars la veille de l'élection. On se promenait dans les villages, hein, dans tout le parti libéral. Mais là, on a des haut-parleurs. Et le père Godard avait fait venir 2 techniciens de la radio de Radio-Canada. Sa télévision date de 52, là on a 5 ans, et la radio date de 1936. Alors, on avait fait venir 2 techniciens de Montréal. Et on avait passé des fils téléphoniques. Alors, on jouait de l'orgue dans l'église, mais qui était diffusé dans les haut-parleurs sur la ville du Canada. OK? C'est quelque chose. C'est vraiment intéressant. Alors, vous avez encore une fois les confessionnaux, ces choses-là, la salle paroissiale. C'était tout de même extraordinaire. On arrive fini, ça va bien. Alors, vous avez évidemment la vente de souvenirs. Ceci, on dit que c'était 25 cents. Tout le monde avait ça. Vous avez les décals. Vous aviez évidemment ces petits décals-là qu'on mettait sur les souvenirs qu'on prendait, et vous avez ça, le congrès eucharistique, entre autres. Et là, le lendemain du congrès, apothéose à Caraquette hier. Non, on n'avait jamais vu quelque chose de pareil. C'est pas compliqué. Les témoignages. Je vais vous en lire quelques-uns. Hébert Thériault. Vous connaissez Hébert Thériault? J'en avais toute la classe au complet dans la boîte de camion à Haran, avec des cadres de 4 pieds de hauteur. Nous étions très contents d'être transportés gratuitement de façon sécuritaire vers des lieux autrement inaccessibles au petit peuple. Raymond Beau, vous savez Raymond Beau? C'est le rue Saint-Isidore, là? J'étais aussi allé dans l'arrière de la camionnette de Mme Ludivine Brault, notre enseignante de Mégawatts. Ça, c'est la mère de Gracia Brault, Ludivine. Ah, c'est ça. Ouais. Hein? Jules Boudreau, hein, qu'on connaît bien. J'ai été avec tous les autres élèves de mon école. On ne peut pas avoir la même conception d'un événement qu'une personne a deux. Mais, dire que j'étais impressionné serait bien au-dessous de la réalité. Edith Butler. Moi, j'avais 7 ans et j'ai tout vu ça. À l'école, on faisait des dessins du congrès eucharistique. Benalda Godin, ma sœur Anatole Godin, c'était une journée mémorable. Dans une boîte de camions en plus, l'argent était rare. Maman nous avait fait des sandwichs assez pour la journée avec du Kool-Aid. J'avais 9 ans. Je pense qu'on était dans le camion de mon oncle. On continue. Yvan Friolet. Tout sur Yvan Friolet. Je m'étais perdu dans la foule et j'ai marché sur la maison de Caraquette. Maman avait pensé qu'elle avait perdu son petit. Et écoutez ceci. Ça, c'est intéressant. Fidèle Thériault me disait ce matin, parce que je dois toujours voir Fidèle avant une présentation pour vérifier les choses. Fidèle Thériault me disait, quand il a été au congrès avec sa mère, il avait 6 ans,
Sa mère, il a chanté tout le temps, il disait là, lâche pas ma main. Célestine Chiasson, j'avais 9 ans. On n'avait jamais sorti de l'île. C'était comme un pique-nique avec de la pigeon aux lèvres. C'était dans l'arrière des camions à poids dans lesquels on était montés, tous contents d'avoir une drive. Alors, c'est quelque chose. Hein? En octobre, okay, on va publier le 2e fascicule, ici. Okay. En octobre, pareil, le numéro spécial dans les annales. Okay. Alors, écoute, c'est 40 pages. Québec, c'était 800 pages. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on appelle les sacs. On a tout simplement des descriptions. On fait une revue des succès d'événements, particulièrement dans un article intitulé « Féerie sur mer » qui, selon Voltaire, fut le moment le plus grandiose. Ça avait vraiment impressionné le monde. On arrive fini. OK? Et moi dans la foule. Vous voyez la croix, bien droite. Ça, c'est l'ordre de la Grande Église. Et tout d'un coup, la croix commence à dégringoler. Puis là-bas, on a dit, regardez-moi. Puis ça, là, c'était tout annoncé avec des cordes, à l'effet que c'était pour dire ceci. La religion est souvent sous attaque, mais elle remonte toujours. C'était le symbolisme, si vous voulez, de cette histoire-là. Et là, évidemment, vous avez l'autre, la prochaine, des remerciements, de caractère qui vont formuler M. Poirier, Philippe Glass, Sylvain Antoine Mousy, René Doucet, le révérend Père Serge Comeau, puis Schneider. Et je remercie Berthilde Mourant, qui est ici ce soir, parce que comme que je veux avoir de l'information, elle n'est pas jeune, la tête est toute là. Elle me donne beaucoup de choses que moi, je n'ai pas connues puis que j'ai oubliées. Alors, mesdames et messieurs, merci, voici, voilà, c'est fait. S'il y a des questions, 2, 3 questions, mais pas sur la religion, parce que... Le pape, Léonce Leblanc. Léonce Leblanc. Léonce Leblanc venait de Saint-Anselme. Oui. Moi, j'ai joué dans le jeu scénique, on rappelle. Quand j'ai déménagé à Saint-Anselme dans les années 60, Léonce Leblanc était vivant. Son fils jouait pour moi dans un petit orchestre. Puis je rencontrais Léonce, puis on se rappelait de ça. OK. Alors, c'était lui qui était là. D'accord. Autre question ou commentaire, non? Alors, Oui. à quelle place que tout ce monde-là a couché? On n'a aucune idée. C'est presque incroyable. C'est comme lorsqu'on a eu la Convention nationale à Miscouche en 1884, puisqu'on a choisi le drapeau tout ça. Il y a eu 5000 personnes à Miscouche. C'est pour que je dis. Puis ça restait là 3-4 jours. Ah, les gens, c'est chez les gens. Beaucoup de monde du clergé, ils restaient dans les presbytères alentours. Puis on s'est organisé. Le chiffre, c'est 40 000. Tu as un complet qui sonnait tout le temps dans 40 000. Oui, mais ça, c'est qu'est-ce qui arrive. Il y a eu 30 000 à la messe. Mais dans la gauche. Il y a eu 40 000 personnes qui sont venues au congrès. De dire que c'était 40 000 différentes personnes, on sait. Les souvenirs qu'il laisse du congrès, là, à Saint-Anne-du-Bocage, là, où il y a un petit confessionnal à côté de haut. Ça, c'est un confessionnal qui vient du congrès. Un deuxième, il y a la côte ici à l'église, c'est les sœurs qui ont hérité ça. Puis on s'habille ça pour se déshabiller, pour mettre le costume de bain pour les payer. OK. Alors, merci et on se revoit. Merci beaucoup aux conférenciers, c'est très instructif. Le prochain devrait avoir lieu le 10 mars, je vous enverrai les invitations. D'ici là, je vous invite à continuer les conversations en prenant un petit café de l'autre côté. Il y a des cafés et il y a des galettes.
Merci.